L'activité de Montaigne, volet 3 sur 5. Gens de maison et domestiques. Chère auditrice, chers auditeurs, je vous propose ici la suite d'une facette méconnue de l'activité de Montaigne. Elle s'appuie notamment sur une thèse remarquable de l'universitaire francophile George Hoffmann, La carrière de Montaigne, traduite par Pierre Gauthier et parue aux éditions Honoré Champion en 2009. Ayons à l'esprit que jusqu'au XVIe siècle, personne ne pouvait vraiment vivre seul. La promiscuité règne dans la vie quotidienne des maisons et pour le plus grand nombre, la vie de chacun se déroule sous le regard de tous. Pour le seigneur de Montaigne, il y avait au château la famille directe ou par alliance et un personnel de maison nombreux. Montaigne prend plaisir à les rencontrer tous les jours. Et pour ces derniers, il dit tirer honneur d'une action qui m'est commune avec mon jardinier et mon muletier. Il essaye toujours d'avoir un échange équilibré et juste avec ces gens. À l'instar de Sénèque, quelques siècles plus tôt, les intellectuels du XVIe ne connaissent pas nécessairement une pièce particulière pour travailler de manière isolée. Ils occupent plutôt un coin de pièce aménagé avec, autour d'eux, le bruit régnant fait de gens de la maison, comme l'explique Montaigne à propos d'un savant de sa connaissance. Il faut donc se former au mépris de ce tintamarre et en faire usage pour trouver la concentration. Chez les Montagnes, les domestiques sont nécessaires. Ils sont nommés par le nom de leur charge. Il est tout à fait commun pour les gentilshommes de cette époque d'avoir un maître d'hôtel ou un secrétaire. Leur tâche consiste à tenir les comptes de la famille, à répondre à la correspondance et à tenir la bibliothèque. Le secrétaire est le domestique le plus proche du maître. Il aide le maître à la préparation de ses voyages et l'y accompagne. Ces gens proviennent souvent de familles bourgeoises. Le père de Montaigne avait déjà un ou plusieurs secrétaires. Si souvent, secrétaires et maîtres d'hôtel ne sont pas bien traités par leur maître, Montaigne, au contraire, recherche une autre tonalité de relation avec ses domestiques. Il perçoit que l'équité apporte plus de stabilité et de qualité, justifiant de l'utilité de garder des personnes compétentes à son service. Voilà pourquoi il essaye de réduire la disparité qui le sépare de ses secrétaires. Dans un grand domaine, les valets nombreux sont omniprésents. Ils sont presque une abstraction pour leur maître. Montaigne, sans doute trop exigeant, n'est probablement pas un maître facile. Il parle fort, il est souvent colérique. Il apprécie qu'on lui tienne tête sans toutefois l'accepter. Chacun doit être à sa place. L'employé n'est ni un ami ni un confident du maître. Il lui est pourtant nécessaire. Ses secrétaires sont vraisemblablement scribes de métier et latinistes de niveau acceptable. Le secrétaire est d'importance pour l'imprimeur qui veut une épreuve manuscrite nette avant la composition de l'impression. Certes, pour sa correspondance, Montaigne prétend écrire vite et n'avoir besoin d'aucune aide qui le freinerait. Mais il avoue écrire bien mal et ne pas savoir tailler correctement une plume. Il a donc besoin d'un secrétaire présent à ses côtés et qui lui donne le change presque par nécessité. Comme au jeu de paume, l'échange se fait à deux. La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Le secrétaire est d'autant préparé qu'impliqué à ce mouvement émetteur-récepteur. Proche du maître, le secrétaire est parfois un confident. Dicter ses idées et mettre en forme sa pensée est un exercice délicat. Vous transformez votre texte original à un tiers en qui vous avez confiance. Montaigne cite l'anecdote de l'un de ses secrétaires qui lui vole les pages originales d'un chapitre et Montaigne ne le poursuit pas, faute de preuves sans doute puisque cet original est de la main du secrétaire. Il dira qu'il n'y fera pas plus de gain que je n'y fais de perte. L'auteur a sans doute réécrit ces pages perdues. Il est courant qu'un valet vole son maître au XVIe siècle. Le vol est pourtant passible de la peine de mort à cette époque. Montaigne n'est pas encore connu vers 1570, mais son voleur sait pertinemment qu'un texte de qualité publié peut rapporter beaucoup d'argent. L'étude du manuscrit du journal de voyage montre que si une partie est bien de la main de Montaigne, plusieurs mains différentes se sont succédées pour rédiger le texte dicté par l'auteur en français ou en italien. Trop entouré de gens parlant sa langue, il regrette de n'avoir pas pu renforcer son apprentissage de l'italien au cours de ce voyage. Montaigne dicte donc le plus souvent ses textes, ce qui a entraîné des fautes, donc des corrections nécessaires avant impression, erreurs liées à du malentendu ou à des confusions phonétiques.
Pour rappel, il ne travaille pas dans un environnement silencieux ni apaisé. Il nous dit devoir se réserver une arrière-boutique pour s'offrir une vraie liberté de retraite et de solitude, sans femme, ni enfant, ni valet. Ne prouve-t-il pas par ce propos que ces moments de solitude étaient sans doute rares, pour le moins insuffisants? Montaigne est un auteur et un improvisateur. Il a de surcroît une capacité d'orateur peu commune et pour son sujet une mémoire exceptionnelle, comme l'ont eu avant lui César ou Sénèque et comme l'aura plus tard Stendhal, en improvisant et en dictant l'intégralité de la Chartreuse de Parme en à peine 52 jours. L'éloquence, nous dit Montaigne, doit aller gaiement et librement. Elle doit être échauffée et sollicitée. L'agitation est sa vie et sa grâce. Il peut donc travailler et penser avec du monde et du bruit comme stimulant. Les idées peuvent lui venir à l'esprit à tout moment, même en traversant sa cour. Aussi lui faut-il les donner en garde à quelqu'un d'autre, un secrétaire évidemment. Il dispose vraisemblablement d'un moyen d'expression propre et familier qui lui permet cette efficacité de mêler une pensée brillante avec un style remarquable tout en s'activant. Nous sommes donc à l'opposé de l'homme qui nous est peint si souvent, paisible, fatigué, qui se retire du monde pour penser et écrire de sa plume. De nombreux auteurs ont dicté leurs textes, comme Érasme, Pierre de Brantôme, qui laisse une œuvre d'histoire de plus de 5000 pages, Ronsard ou Sully, et bien d'autres encore jusqu'au XVIIIe siècle. Sans doute est-ce la raison pour laquelle le style spontané de Montaigne se rapproche de la conversation, très différente de la forme de son travail de traduction de l'apologie de Raymond Sebond. Il peut passer d'un sujet à l'autre, réaliser des inserts comme des anecdotes ou des citations dont il ne se prive nullement. Comme Érasme, c'est un style ferme, viril, soldatesque, avec souvent un vocabulaire du langage parlé, avec des expressions qui frappent. Le parler que j'aime, c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche. Un parler succulent et nerveux, court et serré. Il privilégie l'honnêteté du propos plutôt que la forme. Et son style s'est façonné avec les années jusqu'à l'édition suivante de 1588. Là, il corrige, complète, annote directement son manuscrit, mais il conserve la manière de l'échange qu'offre le parler au travers de la ponctuation dynamique qu'il utilise. Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre, écrit-il plus tard à la première page de son livre 3. Au XVIe siècle commencent les salons littéraires, à Toulouse, Montpellier et Poitiers. On peut imaginer que Montaigne reçoit de temps à autre ses pairs et amis et organise des rencontres au château. Nous pourrions assimiler sa bibliothèque à un espace social. Il parle volontiers de ses essais à quelques proches ou en fait lire quelques passages. Ainsi avait-il partagé le chapitre du pédantisme avec Florimond de Remont en 1575, soit 5 ans avant sa parution. Il évoque également Pierre de Braque avec d'autres amis invités au château qui conversèrent toute une journée de poésie et sans doute de thèmes abordés dans les essais. Montaigne envisagea de construire une galerie attenante à sa tour pour en faire un promenoir, un lieu pour se dégourdir et recevoir. Il restait une tradition romaine dans l'architecture des maisons du Sud-Ouest, avec un cabinet pour recevoir et une distribution des pièces et cours séparant les domestiques de la famille. La nécessité de se retirer pour écrire est une vision plus moderne de l'écrivain. Elle est rêvée par Rousseau, alors que la tendance à l'isolement est plutôt rare au XVIe siècle. Dans l'agitation parfois confuse autour de sa librairie, même s'il lui semble insupportable d'être seul dans une chambre, Montaigne savait se ménager des moments de solitude avec lui-même. Fin du volet 3 sur 5 de l'activité de Montaigne, suite au volet 4. Chère auditrice, chers auditeurs, merci de votre attention. Claude Jansonnel.